Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va remettre, alors j'en avais parlé déjà ces précédentes semaines, mais on va remettre un petit peu l'église au centre du village, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on compare des choses pour vous expliquer pourquoi il s'est passé ça dans le passé, pourquoi ça va se répéter, en règle générale, malheureusement, c'est toujours mélanger cause et causalité et comparer toujours des poires et des patates. C'est toujours la même chose et c'est surtout, on va en premier lieu très souvent comparer un élément qui est censé vous démontrer qu'il y a un impact ou pas d'impact et on va prendre en compte le S&P 500. Alors le S&P 500, il faut prendre aussi en compte qu'il n'existe que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que donc également, on va montrer des statistiques très souvent qui ont lieu avant cela, et en fait, on a recomposé le S&P. Ça, c'est pas bien grave. Mais l'idée, c'est de se dire toujours de comparer des choses face à un indice. L'idée, c'est de se dire, ok, très bien, mais depuis 1900, l'indice, il a changé. J'ai toujours, mon esprit, c'est que la bourse ne change jamais, mais elle ne change pas sur un aspect primordial, c'est la psychologie des foules. La psychologie des traders et des investisseurs des années 1900 est exactement la même qu'aujourd'hui, malgré toute l'information que l'on a, malgré le temps réel que l'on a, et je dirais que c'est même pire, et malgré toutes les connaissances que l'on a également. C'est un travail qui demande, mais on continue toujours d'avoir les euphories, les paniques et les excès à la hausse et à la baisse de la même manière, qui sont induits par des réactions de marché, c'est-à-dire que vous avez des appels de marge, vous êtes obligé de couper, et qui sont induits également donc par des émotions fortes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut plus tenir la position, peu importe à quel point on croit en l'action, et on panique également dans le marché, et on va renforcer cet effet de panique-là. C'est exactement la même chose dans les euphories haussières, où on a peur de louper le train, et on va finir par rentrer beaucoup plus haut que ce qu'on aurait dû rentrer le titre, mais parce que là, encore une fois, on a peur que le voisin s'enrichisse et pas nous. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire un petit peu le focus sur plusieurs graphiques. Déjà pour vous dire qu'à chaque fois que vous voyez ce type de graphique-là, moi ce que je veux, c'est que vous ayez un esprit critique. C'est de vous dire, ce qu'on est en train de me montrer là pour me prouver par A plus B que tel indicateur, tel élément a un impact ou n'a pas d'impact, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc quand on vous montre le S&P, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Premier graphique que l'on regarde ensemble, c'est de regarder la taille du marché. C'est aujourd'hui, tout le monde parle du marché américain et tout le monde va vous expliquer que c'est le marché américain qui est directeur. C'est vrai, mais ce n'a pas été toujours le cas et ça ne veut pas dire que dans le futur, ça sera le cas. Même si, bien entendu, à aujourd'hui, on peut se dire il y a encore quelques belles années, mais à ce stade-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'effet momentum. C'est-à-dire que tous les gérants et tous les fonds vont aller sur ce qui marche et vont finir en fait par auto-générer également ce qui marche et renforcer ce qui marche. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on tend en fait à un moment donné vers des monopoles. Et on va avoir la même problématique sur des grandes entreprises de ce monde, c'est qu'au bout d'un moment, on a des conglomérats et on tend vers des monopoles, ce qui est inflationniste au passage, mais ça, c'est pour une autre vidéo certainement. Mais l'idée sur ce premier graphique, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous voyez également l'évolution des puissances mondiales. C'est-à-dire qu'en 1900, on voit qu'il n'y a pas de grande puissance qui se dégage, si ce n'est des puissances européennes, et donc les USA également. Et c'est au sortir surtout de la Seconde Guerre mondiale que les USA ne cesseront de grossir, et surtout depuis les années 90 jusqu'à atteindre, on le voit aujourd'hui, 55%. 55% de la capitalisation mondiale. Et on a vu également l'émergence du Japon, l'émergence de la Chine et puis de différents pays également d'Asie. Et puis l'Amérique latine également qui est en train de remonter. Donc tout ça, c'est en mouvance, en permanence. Ce que l'on constate également, c'est que quand on pense stratégie de diversification, stratégie d'investissement passif, on va penser ETF tracker. Et la plupart des gens vont dire, ben moi c'est simple, je vais prendre un ETF monde. Sauf que cet ETF monde va répliquer également la pondération du monde entier. Et donc en fait, quand vous prenez un ETF monde, ce que vous prenez surtout, c'est 50% de votre investissement sur les US. Donc il faut réfléchir toujours, voilà, quand on vous parle de certaines choses, c'est d'aller dans le détail. Et donc de voir et de constater, est-ce que du coup, cette diversification que vous pensez prendre en prenant un ETF monde qui est censé répliquer le monde entier, et donc potentiellement il y aura toujours des zones géographiques, etc., qui compenseront d'autres, et bien là, c'est pas vrai à ce sens-là, puisque avec les années, l'effet momentum a fait qu'on a
renforcer la surpondération des États-Unis. Et le risque actuellement, justement, c'est quand vous avez, avec l'effet momentum surpondéré, que ce soit des valeurs individuelles, que ce soit des indices, et le risque, évidemment, c'est la volatilité induite sur ces niveaux-là qui va vous impacter. Et en fait, vous allez vous rendre compte, quand le marché baissera réellement, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand le marché se met réellement à baisser, c'est là qu'on se rend compte qu'on a pris un risque trop grand, et c'est là qu'on se rend compte que la diversification que l'on pensait avoir prise, c'était pas une diversification. Et au final, c'était plus une concentration, puisqu'on se retrouve avec des actifs qui sont extrêmement liés entre eux. Donc ça, c'est pour le premier graphique, pour bien comprendre que les marchés changent, c'est-à-dire que les plaques tectoniques, géopolitiques, de puissance mondiale changent également. Lentement, mais ça change. Donc, c'est-à-dire que quand on compare des choses de 1900 pour voir l'impact qu'il y avait eu sur les crises de 1907, 1929, la Seconde Guerre mondiale, etc., voilà, on peut éventuellement, avec des indices, comparer sur les années 80 pour le S&P, parce que c'est là vraiment où ça commençait, où les États-Unis commençaient à être directeurs. Mais avant cela, on peut avoir un argumentaire qui est différent. Le deuxième graphique que je vais vous montrer, du coup, c'est toujours entre 1900 et 2021 pour bien comprendre, et on prend les deux grosses puissances, hein, puisque avant les États-Unis, la puissance en marche, c'était le Royaume-Uni jusqu'à la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale qui derrière a complètement rechauffé les cartes. Et donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est de voir quels sont les secteurs. À l'intérieur des indices, hein, un indice c'est une pondération. Et donc quels sont les secteurs qui sont surpondérés. Et ça, c'est très important également, parce que quand on compare l'indice et qu'on vous dit « regardez comment l'indice a réagi par rapport à tel élément en 1920, en 1950, en 1980 et en 2021 », ben c'est très bien, sauf que cet indice, il y a 95% des actions qui étaient en 1900, mais qui n'y sont plus aujourd'hui et qui ont certainement fait faillite depuis d'ailleurs. Donc ce qu'on doit bien comprendre également, c'est qu'un indice, c'est une illusion d'optique. Et donc si on ne regarde les choses que par le prisme de cette illusion d'optique, eh bien on va forcément mélanger cause et causalité. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, et on le voit sur ce graphique-là, c'est qu'aux États-Unis comme au Royaume-Uni dans les années 1900, c'était quoi le gros secteur qui faisait plus de 50 à 70% de la pondération de l'indice? Alors à l'époque c'était le Dow Jones pour les US, pas le S&P. Mais donc, c'est-à-dire que si vous vouliez répliquer l'indice, vous aviez forcément du rail. C'est pas la même chose. Au XVIIIe siècle, c'était quoi? C'était des compagnies de bateaux et des compagnies commerciales, justement, qui avaient, en termes d'actifs, un certain nombre de bateaux. Et c'était donc le commerce, et notamment le commerce avec l'Eldorado, le fameux Eldorado, qui faisait les bulles de l'époque. Mais du coup, ce qui est intéressant, donc, c'est de bien comprendre un petit peu comment sont façonnés l'indice et comment il change au travers du temps. Puisqu'on le rappellera, hein, la plupart des indices vont prendre les plus grosses pondérations. Et donc, au fur et à mesure où votre économie change, c'est-à-dire qu'on a une économie industrielle, puis on voit de plus en plus, depuis déjà des années, on a des économies tertiaires, et ça se reconnaît, on le voit en 2021. Regardez la part, par exemple, alors le rail n'existe plus, n'est plus dans les pondérations, mais regardez la part de la technologie. Et cette technologie, sur les 10 dernières années, hein, depuis la crise des subprimes, n'a cessé de grossir. Et sur le S&P, elle représente, on le voit, quasiment 30%, et un peu plus maintenant. Mais du coup, vous voyez également la pondération. Et vous voyez au fur et à mesure que cet effet momentum gagne du terrain, vous voyez cet effet de monopole, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tout le monde a les mêmes valeurs, tout le monde va surcharger les mêmes indices et ne pas se rendre compte qu'en surchargeant ce type d'indice-là, en fait, comme je vous ai montré au premier graphique, quand vous achetez un ETF monde, vous avez 50% d'indices américains à l'intérieur, donc vous n'êtes pas si diversifié que ça. Et à l'intérieur de cet indice américain, vous avez 30-35% de valeur technologique. Donc regardez, voilà, quand vous prenez cet ETF monde, vous avez l'impression d'être diversifié dans le monde entier, dans tous les secteurs, et pas tant que ça. Et ça, c'est la cause de l'effet momentum, et il ne se fait que se renforcer dans le temps. Ce qui fait que quand le marché change, quand le marché, et on en a parlé, voilà, quand il commence à faire ses rotations, etc., il le fait d'une manière douce, mais au fur et à mesure également, les pondérations vont changer. Et tout ça, ça prend du temps, hein. Il faut se rappeler que le S&P des années 2000, c'était des valeurs pétrolières. C'était les valeurs qui ont été le plus décriées ces dernières années, qui étaient les mastodontes.
Donc là aussi, c'est important de bien comprendre un petit peu comment, en l'espace d'une dizaine d'années, les indices également peuvent énormément bouger au niveau de leur pondération. Et c'est ça pour moi qui est très important, parce que quand vous comparez ce qui n'est pas comparable, cet indice, et que vous vous dites, eh ben regardez, l'indice, comment il a réagi au taux d'intérêt, l'indice, comment il a réagi à l'inflation, l'indice, comment il a réagi à ça, et vous allez tirer des conclusions hâtives en disant, c'est grave, c'est pas grave. Mais la problématique, c'est qu'il vaut mieux regarder comment les secteurs d'activité et les pays entre eux, parce que ce n'est pas que ça, les relations sont avec les monnaies, les relations sont également politiques avec des événements de l'époque. Donc la problématique, c'est qu'on prend des raccourcis qui vont faire et qui vont mélanger cause et causalité. Donc mon but dans cette vidéo, c'est juste de vous dire, à chaque fois que vous voyez ce type de graphique rapide sur les réseaux sociaux, c'est de vous demander très bien, mais est-ce qu'on est en train de me montrer là, est-ce que justement ce n'est pas une vue d'esprit et ce n'est pas une illusion d'optique, parce que potentiellement, ce que je vois dans mon indice qui est surpondéré dans un secteur d'activité, l'élément il impacte surtout ce secteur d'activité-là, et potentiellement à l'intérieur de l'indice, j'ai des rotations qui s'effectuent. Donc j'ai pas la vue que je pourrais avoir qui pourrait me faire dire qu'une conclusion hâtive, négative sur cet élément-là, potentiellement, quand je vais creuser à l'intérieur, en fait, c'est surtout un secteur d'activité qui est impacté négativement. Et comme il est surpondéré dans l'indice, j'ai l'impression que tout mon indice est impacté négativement. Mais potentiellement, je loupe en fait l'essentiel. Je loupe ce qui n'est pas impacté négativement, ce qui est impacté positivement. Et donc, je me concentre sur le négatif au lieu de voir l'opportunité. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai d'aller plus loin également pour casser un petit peu les mythes et réalités, c'est toujours la même chose, sur l'or protège de l'inflation, ce genre de choses. Donc je ferai ça également dans une autre vidéo. Excellente journée à vous les graphes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de regarder d'autres vidéos également. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Salut!